Aujourd'hui, nous allons parler des êtres canins. Et oui, c'est une expression que j'aime employer. Quand je vois un chat, je dis un être félin. Et quand je vois un chien, je dis un être canin. Donc le sujet du jour, ce sont les chiens. On vous retrouve dans un court instant. Générique. Je vous demande de vous arrêter. 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 De retour en ce lundi 21 novembre 2022. Bonsoir les amis, bonsoir Laurent, bonsoir Alain. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Ça va? Et toi? Moi ça va, écoute, moi je suis content, tout va bien. Ouais, on est à la radio, on fait une émission sympathique. Ouais, et moi ça va aussi. Voilà. Bon bah super, tout le monde va bien. Et ce soir donc nous avons un invité pour parler de nos amis canins, nos amis les chiens. Bonsoir Julien. Bonsoir. Bonsoir Julien, donc comment allez-vous? Parce qu'on a posé la question, il n'y a pas de raison qu'on ne vous la pose pas. Écoutez, très bien, ravi d'être avec vous et de venir partager ce moment avec vous. Parfait, alors première question qu'on pose. C'est une bonne réponse. Hein. Oui, bah, excellent. J'espère que vous passerez un bon moment. On va tout de suite poser la question, est-ce qu'on peut se tutoyer? C'est cette habitude que nous avons à l'antenne. Bien sûr, avec plaisir. Très bien, donc Julien, bienvenue à Je vous demande de vous arrêter sur Westrack Radio, ça nous fait plaisir. Vous êtes donc ici avec nous parce que vous êtes vous-même éducateur canin. Alors le garçon, il est brillant parce qu'il vient de dire il y a 2 secondes, est-ce que je peux te tutoyer? Et il le vous voit. J'ai dit quoi? J'ai dit voyez. Ah putain. C'est vrai, j'ai dit. C'est vrai, à la radio. Cyril est un brillant garçon quand même, il faut le dire. Ouais. Ouais, voilà. On va garder ou on coupe ça? Non, on va le garder, c'est marrant. C'est spontané. Oh bah mince alors. Pardon. Bon, vas-y, comme tu vous voulez. Comme je vous dis Comme je vous vois. Exactement. Donc oui, tu es, je vais y arriver. Tu es éducateur canin. Oui, tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle tu es là ce soir pour nous parler justement du monde du chien, tout simplement. Ouais, exact. Ouais. Première question, ça fait combien de temps que tu es toi-même, j'allais dire animateur. Animateur canin aussi. Ça fait combien de temps, Julien, que tu es éducateur canin? Alors, j'ai exercé en tant qu'éducateur dans des structures associatives pendant plusieurs années et j'ai décidé de me professionnaliser et d'ouvrir ma propre entreprise d'éducateur canin depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Mais ça fait presque 20 ans que je fais du chien à titre assez intensif. Mais est-ce que aimer les chiens, c'est suffisant pour aller dans ce métier? Qu'est-ce que tu avais en plus qu'il faudrait avoir pour les personnes qui souhaitent aller dans ce type de cursus? Alors, aimer le chien, oui, bien évidemment. Celui qui n'aime pas le chien ou qui aurait un mauvais respect ou une mauvaise façon d'aborder le chien, qu'il n'y aille pas. Maintenant, il faut aimer le chien, mais il faut aussi apprendre à autrui, à respecter son chien, à apprendre à lire son chien, à avoir une bonne attitude qui amène à ce que son chien soit dans une situation confortable. Donc l'idée est aussi d'apprendre aux autres comment faire et comment s'en sortir avec un chien. Et c'est là où il faut apprécier le fait de redonner aux autres ce qu'on nous a appris précédemment, quoi. Parce que je crois effectivement que si on n'apprend pas à se comporter avec un chien, le chien il sait pas où il en est et donc il a un comportement après erratique. Oui, c'est un animal qui est fin observateur, qui s'adapte très facilement. Et effectivement, si nous en tant qu'humains on n'est pas capable de s'adapter aussi à son système à lui, on peut très rapidement être débordé et avoir une mauvaise appréciation, avoir un chien qui nous, quelque part, déborde un petit peu et avoir cette facilité d'accuser le chien alors que l'humain n'aurait pas été à la hauteur de la situation. Et c'est un petit peu le rôle de l'éducateur, c'est de remettre un petit peu de l'ordre et que l'humain puisse comprendre mieux son chien, mieux en profiter et que la situation s'apaise, le relationnel entre le maître et son chien soit excellent. Donc ta formation, elle a duré combien de temps? T'as passé combien de temps entre le moment où tu t'es dit tiens, je veux devenir éducateur canin et le moment où tu l'es vraiment devenu? Alors ça a vraiment commencé, j'étais jeune, j'ai eu un premier chien, j'avais 13 ans, c'était pour l'anecdote un American Staff et je l'ai eu légèrement après la loi de 99 qui impose le port de muselière.
Et à 13 ans, on se pose des questions. On a un chien qui est confortable, qui est agréable. Pourquoi le museler, etc. Donc, peu d'informations à l'époque, peu d'internet. Donc, on lit des livres, on essaye de se renseigner, on essaye. Les choses se démocratisent un petit peu plus. L'éducation canine arrive un peu plus en France. On reprend un chien et puis on essaye, on apprend, on continue, on s'investit pour son chien, on apprend d'autres domaines. On essaye de venir ensuite en aide aux autres. Et puis, voilà, je passe d'un chien, 2 chiens, 3 chiens, etc. Donc voilà, après, on commence à être mordu de l'activité. Et voilà. Et après, je me professionnalise en tant qu'agent cynophile pendant 6 ans encore pour aller voir d'autres domaines. Et puis, en sortie de cette expérience-là, je me dis, bah voilà, j'ai 20 ans de recul de chien. Je me dis que il est peut-être temps, que je me décide à apporter aux autres ce que j'ai pu apprendre précédemment. Et je pense que voilà, avec 20 ans, on peut quand même avoir un petit peu de recul sur tout ça. Et puis, prendre plaisir à apprendre aux autres. Et voir le sourire quand on va chez quelqu'un et voir le sourire revenir au bout d'un moment. C'est là où on se dit c'est bon, on a réussi à faire ce qu'on voulait. Et la première fois j'ai galéré et maintenant j'aide d'autres personnes à sortir de potentielles galères. Et c'est là où on se dit c'est bon, je suis au bon endroit, quoi. Parce qu'à la base, excuse-moi, c'est américain, hein, ça, le coaching d'animaux, non ? Non. Parce que ça, j'ai beaucoup vu ça aux États-Unis il y a très longtemps. Il y a la notion de comportementaliste qui est arrivée à la télé, qui a un peu plus vulgarisé l'éducation, mais l'éducation, on pratique ça depuis des dizaines, voire des centaines d'années. On pourrait remonter au temps de guerre où on utilisait les chiens pendant la guerre, etc. Donc le chien a toujours été d'utilité. Et on a même des écrits qui datent de la préhistoire pour la chasse, etc. Donc il y avait de toute façon une notion d'éducation qui existait, qui était différente de notre notion actuelle. Mais on a toujours éduqué le chien dans l'intérêt de l'humain. L'humain se sédentarise en partie grâce à la présence du chien. Parce que effectivement, moi j'ai déjà vu des gens avoir un chien et qui n'était absolument pas préparé déjà à la base et qui n'avait pas les bons comportements avec le chien. Et le chien, c'était pas de sa faute parce que c'était un gentil chien, mais il avait un comportement erratique parce que en fait, le maître, et en l'occurrence la maîtresse, était pas elle-même structurée et donc le chien était malheureux parce qu'il comprenait pas. Bien sûr, mais c'est principalement là où l'éducateur intervient, c'est apprendre au maître à comprendre son chien, à communiquer de façon cohérente et intelligible de la part du chien. Un chien ne fonctionne pas comme un humain, vous pourrez lui parler pendant des heures, il ne comprendra pas ce que vous dites, vous devez être précis, cohérent, et puis avoir une forme de pédagogie. Mais vous devez aussi apprendre à lire le comportement de votre chien. Votre chien va communiquer beaucoup dans la gestuelle, et ne vous répondra jamais verbalement. Donc il faut traduire aussi la situation dans laquelle votre chien est, s'il est en situation de malaise, de confort, de joie, etc. Donc l'idée est d'apprendre aussi au maître à se sortir de toutes ces situations-là. Tu as des exemples de comportement du chien qui doit amener un message au maître ? T'as un exemple à nous donner, 1 ou 2 exemples ? Je prends par exemple, j'aime bien dire aux gens, bien souvent j'entends les gens qui disent à leur chien au pied, puis le chien ne le fait pas, puis ils changent de mot, ils disent viens. Et puis ils disent on y va, allez. Vous voyez, ça fait 4 mots pour une même consigne. Et forcément le chien il regarde son maître en mode perdition, mais qu'est-ce que je dois faire ? Tu n'es pas cohérent, tu changes 4 fois d'avis, je sais déjà pas au premier mot ce que je dois faire, et tu es déjà en train de m'en dire 4. C'est impossible pour le chien de s'en sortir, il n'ouvrira pas de dictionnaire pour prendre les 4 traductions, et vous devenez non fiable, et vous n'êtes plus un leader pour votre chien finit par se dire j'en ai marre de ce qu'il me raconte, je fais autre chose. Et bien souvent, c'est des situations liées à l'humain qui amènent à ce que le chien soit perdu dans sa tête, qui peut être très rapidement réglé quand on remet un petit peu de cohérence dans l'approche qu'on a de notre chien. Donc mais après, beaucoup de situations peuvent être comme ça. Et il suffit de remettre un peu de cohérence et puis de dire au maître, regardez, il vous regarde dans les yeux, il cherche une réponse de votre part et il l'a pas.
Et il l'a pas, parce que vous n'êtes pas cohérent. Il suffit de remettre de la cohérence, et puis une forme d'apprentissage quand même pour expliquer ce qu'on attend du chien. Mais effectivement, se disperser n'est pas bon pour un chien. Donc ça pose d'autres questions, évidemment, puisque par rapport à ce que tu viens de nous expliquer, ça veut dire que déjà, l'individu l'homme, la femme, l'enfant, c'est pas la même chose, c'est pas la même constitution, la même autonomie, la même maturité. Donc il faut déjà que l'individu qui va faire le choix d'avoir un animal, un chien, soit déjà très équilibré et en mesure de pouvoir s'en occuper, parce que au regard de ce que tu dis, ça prend du temps. Il ne faut pas dire je prends un chien pour prendre un chien, quoi. Ah, si vous voulez aboutir un bon chien, ça peut compter en centaines d'heures. Et il faut que le milieu complet du chien soit équilibré, c'est-à-dire que tout le monde à la maison doit fonctionner pareil. Même les enfants, il faut apprendre aussi au passage aux enfants comment se comporter auprès d'un chien. Il faut que dans un couple, les deux fonctionnent de la même façon, parce que s'il y en a un qui dit au pied et l'autre qui dit viens, forcément à un moment donné, le chien il va se disperser aussi. Donc c'est un global qui donne un équilibre à un chien, et il faut que tout le monde autour du chien soit suffisamment informé de ce système-là pour aboutir à un bon résultat. Ça ne se fait pas tout seul, un chien n'arrive pas éduqué, il ne sort pas de l'élevage éduqué, c'est à vous de faire ce travail-là, et c'est un gros volume qu'il faut prendre en compte pour réussir. Ça ne se fera pas en 5 minutes, et il faut respecter des âges d'évolution du chien, de compréhension du chien, pour arriver au bon moment à lui expliquer les choses qu'on attend de lui. Mais effectivement, l'éducation d'un chien en soi n'est pas à sous-estimer. Alain ? J'ai lu qu'un chien comprenait à peu près 300 mots. Est-ce qu'il les comprend rapidement, ou est-ce que c'est dans le temps que ça s'acquiert ? Alors, j'aurais tendance à, moi, expliquer aux gens qu'en éducation, pour une éducation de base, avec 10 mots, vous vous en sortez. Si vous avez été précis avec les 10 mots, que le chien il a une gymnastique où il a compris les 10 mots, vous pouvez très rapidement en rajouter des mots. À partir du moment où vous n'avez pas été cohérent dès le départ, vous brûlez beaucoup de mots. C'est-à-dire que pour une marche au pied, vous avez utilisé 4 mots. Il vous suffit de regarder un petit peu dans la rue, les gens parlent beaucoup aux chiens en espérant avoir une réponse. Ils utilisent une quantité de mots qu'ils quelque part se privent pour le futur, parce que c'est pas cohérent. Si vous êtes cohérent au départ, avec 10 mots, vous faites une éducation de base, et après vous rajoutez des mots. Et effectivement, on peut aller très 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 loin. Il y a des champions de dog dancing qui sont à 450 mots, 500 mots, 600 mots sur leur chien, parce qu'à chaque fois qu'ils ont prononcé ce mot-là, a été mis en place une action. Et le chien comprend parfaitement parce que la gymnastique est en route. Mais c'est le départ qui est important, où il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. Alors justement, puisque tu parles de départ, imaginons, Alain, Laurent ou moi-même, on se dit, tiens, on prendrait bien un chien. Qu'est-ce qu'il va falloir que nous fassions comme approche, comme travail, déjà, ne serait-ce que par rapport à l'endroit où nous habitons? Est-ce qu'un chien plutôt qu'un autre? Comment on choisit un animal? Alors, d'abord, il faut y aller en réfléchissant bien sur la race que vous allez prendre. Il faut prendre du temps, prenez le temps de vous renseigner. Chaque race a un but ou a été créée pour des fonctions diverses et variées. Il ne faut pas foncer tête baissée parce que vous avez croisé un chien dans la rue qui obéissait bien. Si vous voulez le même, pensez quand même qu'il avait été constitué pour aller chasser peut-être, pour troupeauter, pour diverses raisons. Donc il faut bien se renseigner en amont de sa dépense physique, de ses intérêts premiers, et il ne faut pas regarder celui que vous avez vu, mais aller vous renseigner de façon intelligente. Donc c'est un vrai choix à faire. Si vous ne prenez pas plusieurs jours, plusieurs semaines de réflexion, vous allez vous brûler. Malheureusement, un chien qui était fait pour chasser court toujours après le lapin s'il le voit devant lui. Sauf si on lui apprend, effectivement. Mais il ne faut pas s'étonner qu'un chien de chasse court après un lapin. Il faudra lui apprendre à ne plus y aller. Mais voilà, après accuser le chien en disant « Oui, mais c'est un chien de chasse. Oui, vous l'avez pris tel quel. » Tu prends un épagneul breton, par exemple, qui est un chien de chasse. Comment tu lui désapprends à chasser? Parce qu'il a quand même ça. Est-ce qu'il a ça dans la peau? Est-ce que c'est génétique? Il l'a dans la peau. Alors, vous avez 2 situations. C'est l'emmener à la chasse, et puis finalement assouvir son besoin. Ouais. Ce qui est pas forcément idiot, c'est-à-dire que plutôt que de fuir le problème, on l'assouvit le besoin et on obtient un meilleur autocontrôle, ou on lui interdit.
de partir après le lapin. Effectivement, dans le principe où on lui interdit de partir après le lapin, il y a quand même des petits craquages. Et est-ce qu'on peut leur en vouloir ? Il a quand même été constitué par l'humain pour ça. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir ? Là, il faut s'armer d'un peu plus de patience parce qu'on sait que ce sera pas son point fort. Il faudra répéter la situation, ne pas fuir le problème. Et puis répéter, être patient. Et puis à chaque fois qu'il va revenir, continuer à l'accueillir de façon joyeuse pour qu'il aime revenir à son maître. Et plutôt que de s'énerver. Mais effectivement, en ayant choisi cette race-là, vous savez que vous vous y exposez. Il ne faut pas non plus systématiquement dire par fatalité, oui, c'est un épagnol. Alors tout à l'heure, tu expliquais qu'il fallait réfléchir au chien qu'on voulait prendre. Il faut peut-être regarder aussi son mode de vie. Je parle pour les futurs propriétaires de l'animal. Moi, quand je vois moi, je suis très surpris. Je vais peut-être jouer le vieux con, excusez-moi l'expression, dans ma réflexion. Mais quand tu vas dans certains quartiers du Havre et d'ailleurs, que tu entends les chiens gueuler toute la journée parce que les patrons sont pas là, quand tu vois des chiens énormes habiter en appartement, est-ce que quelque part, parce que moi je trouve quand même que dans l'histoire, tu l'as dit tout à l'heure, l'épagnol, on pourra pas le changer comme ça. Et pour autant, on va prendre des animaux, on va choisir des animaux dans un certain cadre de vie où l'animal il est pas fait pour être dans un appartement, surtout si c'est une bête qui a besoin de se dépenser. Après tu vas me dire peut-être que le maître va le promener bien ce qu'il faut, mais laisser un chien toute la journée dans un jardin à gueuler à qui mieux, je sais pas si c'est top quoi. En fait, vous pourriez, je dirais, de façon très large, avoir un chien en appartement, ça pose pas de souci. Si le maître, il est 8 heures dehors par jour avec son chien, le chien, il est dépensé, il n'y a pas de souci. Et là, à la limite, je dirais, peu importe, pour les chiens très actifs, le chien, il va très bien se développer. Effectivement, enfermer un chien dans un appartement 8 heures, si c'est un chien qui a besoin d'une grosse dépense, vous allez droit dans le mur. Ou en maison, je te disais, j'entends aboyer à tire-larigot. C'est-à-dire que vous laissez un chien sur le principe où vous avez un jardin, vous vous dites, il a un jardin, donc il va très bien. Et croyez-moi que le chien, il a besoin d'un maître. Il vaut mieux un petit jardin et un grand maître qu'un grand jardin et pas de maître. Vous allez rendre fou votre chien une fois qu'il connaît le jardin, il court derrière la clôture, il court après le facteur une fois par jour, et c'est tout ce qu'il fait de sa vie. Il ne sera pas bien. Il ne sera pas bien. Il a besoin de voir le monde. Il a besoin d'aller se promener. Il a besoin d'aller jouer avec les copains. Il a besoin de stimulation. Il a besoin de faire du sport. Il a besoin. Donc effectivement, il faut bien se renseigner sur les besoins physiologiques de son chien en termes de dépenses. Il y a des chiens qui sont plus adaptés en vie plus calme que d'autres. Par exemple, tu prends un chien de berger. Pour le mettre en appartement, c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible, sauf si la personne, je vois des jeunes retraités, par exemple, qui sont en appartement, qui prennent un border collie et qui sont gros marcheurs et qui marchent 4-6 heures par jour. Donc ça fonctionne très bien, en fait, il n'y a pas de fatalité. Par contre, effectivement, vous prenez des jeunes actifs qui travaillent du 8h à 20h le soir, et vous prenez un border collie, vous le laissez dans le jardin, et le chien, il va s'ennuyer. Il va s'ennuyer. Donc, effectivement, il faut peser son mode de vie dans la race qu'on va sélectionner. Il y a peut-être des chiens qui vont s'adapter plus facilement et où le relationnel sera meilleur. Après, c'est vraiment une question qu'il faut prendre le temps de bien poser. Qu'est-ce qui s'adapte à mon rythme de vie ? C'est aussi le rôle de l'éleveur de faire peut-être, par exemple, un peu de tri autour des maîtres qui voudraient prendre un chien très actif, une lignée de travail, et que ça ne correspondrait pas à leur mode de vie. Donc en fait, tu es en train de nous expliquer une chose. Avant d'éduquer l'animal, il faudrait peut-être éduquer l'être humain à l'animal. C'est 80% l'humain et 20% le chien. C'est globalement, si j'avais que le chien éduqué, j'en ai pas pour longtemps, mais effectivement, c'est un ensemble à apprendre à l'humain. C'est un discours qu'on doit démocratiser pour qu'il y ait le moins d'erreurs possible en amont, dans une sélection, dans la sélection de son éleveur, dans la sélection de la race. D'accord. Et du coup, voilà. Mais là, tu parles de quelqu'un qui va dans un élevage. Après, on pourrait parler d'un autre sujet. Mais on y reviendra sur l'élevage. Qui est le prix des animaux, mais on en reviendra après, parce que je trouve qu'il y a de l'abus aussi, mais bon, après ça, c'est une autre histoire. Moi, je fais aussi la différence entre l'élevage puis la SPA.
Ouais. Alors j'ai rien contre la SPA, moi personnellement, mais tous les animaux personnellement que j'ai pris à la SPA, ils avaient tous, comment te dire, un gros pet au casque. Et très souvent. Tu parles de quel type de chien, je suis allé il y a pas très longtemps d'ailleurs, je suis allé à la SPA. Attention, j'ai rien contre la SPA personnellement. Non, je pense qu'il le faut. Et malheureusement, il le faut. C'est un petit peu comme les restos du cœur. Tu vois, on en a besoin alors que normalement on devrait pas. Je trouve qu'il y a un abus, notamment sur les abandons des animaux, notamment en période pré-estivale. Donc ils sont récupérés dans les SPA. Et beaucoup d'animaux. Je vais donner un exemple. Je suis allé à la SPA ce week-end. Et à la SPA, il y avait beaucoup de gens qui voulaient voir, quand je vais donner son prénom, les gens de la SPA vont s'en rappeler, Hector. Alors Hector, pourquoi tout le monde voulait aller voir Hector ? Parce qu'on a récupéré Hector, c'est une histoire assez peu banale, d'une personne qui l'avait, qui vivait en Belgique, après il y a eu un problème de couple, le chien il a été rabattu en France. En France, souvent le maître l'accrochait à une caravane, donc le chien il restait à la caravane, moi c'est ce qu'on m'a expliqué. Et puis il y avait du monde qui voulait le voir. Pourquoi ? Parce que c'était un bulldog français. Donc il y a aussi la mode des animaux. Et ça c'est aussi important. Oui. Parce que je crois que la mode c'est très mauvais. Et puis les gens qui voulaient le voir, c'était ceux qui suivaient la mode. Il avait 10 ans. 10 ans pour un bulldog français, c'est très vieux. Ouais. Et les enfants, forcément, il est trop mimi, il est trop mignon. Voilà, c'est ce qu'on entend. En fait, tout ça, il va à qui ce chien, par exemple ? Il est fait pour qui ? Objectivement. Quelqu'un qui a déjà eu des chiens, qui a pour volonté d'essayer d'en sortir un, mais effectivement c'est toujours plus intéressant quand vous avez déjà eu des chiens, ou alors surtout ne restez pas isolé. C'est-à-dire que c'est un chien qui en a bavé, il en a bavé à cause de l'humain, et pour reprendre confiance il va falloir trouver quelqu'un pour qu'il s'en sorte. Ce pauvre chien, il a rien à faire ici quelque part, et toi, tu peux l'éduquer, toi, ce chien qui a 10 ans, on peut alors à partir du moment où on a un maître qui a la volonté de vraiment travailler dur des chiens, on peut récupérer, je vais pas dire 100% d'un chien, mais on peut récupérer pas mal de choses pour rendre une vie confortable à un chien. D'accord. Est-ce qu'on peut miser sur le 100% ? Faut voir ce qu'il a dégusté, ce pauvre chien. Le problème, il est là, c'est-à-dire qu'il a quand même des traumatismes, il aura peut-être des peurs au bruit. Imaginez, vous ressortez une laisse, il va se rappeler qu'il a été attaché à une caravane pendant des heures. Donc effectivement, il faut aborder ça de façon avec des pincettes. Maintenant, l'idée, c'est d'essayer de lui donner une fin de vie qui est quand même la plus agréable possible, et sans l'effet peut-être barreau. Mais effectivement, c'est un choix qui est assez difficile pour les maîtres, parce que le chien n'est rarement arrivé ici pour rien, et généralement ils ont quasiment tous un mauvais passif qui est dû à l'humain. Donc il faut se poser la question aussi de comment on réussit à ne plus avoir ces chiens qui rentrent en SPA, pour en avoir le moins possible à sortir, parce que les refuges sont débordés de cas comme celui-ci. Et oui, on peut les récupérer, une partie de ces chiens-là peuvent être récupérés, une grande partie. Est-ce qu'ils auront la vie qu'ils auraient mérité dès le début ? Non. C'est des sacrifices. Je prends mon exemple personnel, sur 4 chiens que j'en ai 2 de récupération. Ah oui. Voilà. Donc, et puis au jour d'aujourd'hui, j'en suis satisfait. Maintenant, je sais que ça m'a demandé un volume de travail beaucoup plus conséquent que de partir sur un jeune chiot qui aurait été démarré très tôt. Et voilà. Maintenant, on peut quand même faire des petits... Et des fois, c'est des petits miracles, parce qu'il suffit de pas grand-chose. Il suffit d'une petite solution, de réussir à observer le petit détail qui fait que... Et on explique au chien, maintenant, tout va bien se passer. Et les chiens peuvent revivre. Donc, il faut pas non plus se dire que prendre un chien à l'SPA est une fatalité. Je pense peut-être qu'il y a d'autres endroits où on devrait, à la limite, en amont, aller faire un petit peu de tri, pour éviter aussi que des chiens arrivent à la SPA ou à d'autres refuges. Oui, tout à fait. Mais ça veut dire... Tu veux dire quelque chose ? Non, j'acquiesçais. D'accord. Non, ça veut donc dire que, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure,
80% du travail, c'est avant tout le maître pour qu'il ait bien conscience de ce que ça va impliquer dans son quotidien et que, oui, le soir, quand tu rentres, peut-être que tu es fatigué, mais ce que tu nous expliques, tu vas quand même prendre le temps d'aller promener ton chien parce que pendant 20 minutes, 30 minutes, peut-être 40 minutes, il a besoin de sortir, de bouger, de rencontrer d'autres chiens. Et ça, c'est une vraie implication. Et peut-être que les gens, quand ils veulent un chien, ils sont peut-être pas conscients de ça. Oui, il y a énormément de gens qui sous-estiment le volume de travail pour éduquer ou les besoins d'un chien. Ou alors, au début, ils vont jouer le jeu et ça va baisser petit à petit avec le temps. Sauf que le chien, lui, il ne manque pas d'énergie. Et à un moment donné, si l'énergie n'est pas dépensée, c'est la tête qui commence un petit peu à s'énerver, etc. On peut avoir des réactions, de la destruction à la maison, ce genre de choses, parce que finalement, on avait sorti le chien au début, on était de bonne foi, et puis on commence à relâcher. Sauf qu'un chien, il vit 12 ans, 15 ans, et qu'au moins jusqu'à 8, 10 ans, il a besoin quand même de pas mal de dépenses. Bien sûr. Oui, moi, il y a quelque chose qui m'effraie quand même. Alors, que ce soit les foires aux animaux, les trucs dans les grandes surfaces, enfin les jardineries souvent et tout ça, on voit en fait des jeunes enfants dire « Oh, il est beau le chien, il est beau le chien ». Alors, il s'agit de chiots en général. Des parents vont acheter parce qu'ils vont craquer, parce que les gamins le veulent. Je suis assez effrayé parce que je me demande derrière qu'est-ce que ça peut donner. Si vous prenez un chien pour les enfants, vous allez vous rater. Si vous prenez un chien pour garder votre maison, vous allez vous rater. On ne prend jamais pour un autre motif que de vouloir partager sa vie avec un chien. On ne prend pas un chien pour autre chose que ça. C'est la pire erreur. C'est-à-dire que vous allez prendre un chien pour les enfants, ils vont jouer pendant 15 jours avec, faire autant de bêtises que de bien au chien, parce que ce sont des enfants, on ne peut pas non plus leur en vouloir. Mais une fois que les enfants s'en occupent plus, se sont lassés. Et puis ça va grandir, Voilà, donc il est mignon quand il est petit, quand il est chiot, et puis il grandit. Alors, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les enfants, ils passent à autre chose. Ils passent à autre chose, et puis est-ce que les parents ou les maîtres ont pris bien conscience du boulot que eux, ça attend devant. Il y a quand même du boulot, et puis on est parti pour 15 ans de vie, donc on peut pas s'amuser à jouer à ça sous un effet faire plaisir aux enfants. C'est pas un jouet de Noël. C'est un être vivant, comme on l'a dit en début d'émission, effectivement. Ce que je vous propose, c'est qu'on marque une première pause musicale avec un choix de notre invité Julien. Donc il y avait 3 titres. On va commencer, allez, je crois que Laurent, ça va te faire plaisir aussi. On va diffuser la chanson du groupe Woodkid et on vous retrouve dans un court instant. Musique. Beauty lies behind the hills.
c'est Michael Jones. Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Voilà, donc c'était non pas un groupe, pardon, ça prouve mon inculture totale musicale. C'est un chanteur, donc Wood Kid, et le titre, ce qu'on vient d'entendre, c'est Run Boy Run. C'est bien ça, Julien? Heureusement qu'on a un spécialiste quand même dans l'équipe. Hein. Oui, c'est Laurent qui m'a rattrapé. C'est le redresseur de tort. Hein. Donc Julien, Run Boy Run, pourquoi ce choix musical? C'est une musique que j'aime bien démarrer le matin avec ça, et je me motive toute la journée, et c'est parti, et on y va, et on se bouge, et c'est un petit peu mon leitmotiv, c'est je me lève le matin, et on y va, et on y va, et on court, et on court, et on y va, et on se bouge avec les chiens, et je mets ça dès le matin, et je suis parti pour la journée, et je suis de bonne humeur, et voilà, et on y va. C'est marrant parce que des fois on dit, tu sais, pour les plantes, il faut écouter, les plantes ont besoin d'écouter de la musique, notamment de la musique classique. Les chiens, qu'est-ce qu'ils aiment comme musique? Alors, est-ce qu'ils écoutent de la musique? Est-ce qu'ils sont sensibles à la musique? Alors, ils sont sensibles. Est-ce qu'ils écoutent vraiment? On peut se poser la question. Maintenant, ils sont sensibles. Je pense qu'on peut vous laisser, par exemple, de la musique en fond chez vous quand vous n'êtes pas là, ou la télévision. Effectivement, ils vont avoir une forme de présence qui peut les rassurer, qui peut les désangoisser. On sait même qu'il y a une télévision spéciale chien. Je ne saurais pas vous dire la chaîne, mais comme la vue du chien est légèrement différente de la nôtre, ils avaient adapté les fréquences pour que le chien puisse regarder la télévision. Donc effectivement, ils ne sont pas insensibles non plus à l'image et au son provoqué. Et si vous avez un chien qui aboie la télé, généralement votre chien cherche le chien derrière la télé. Alors techniquement, je peux l'expliquer, c'est que on va chercher à couper les aigus extrêmes. Parce que les chiens entendent les ultrasons. Ouais. Voilà, donc on va couper dans le spectre sonore l'extrême aigu. Voilà, tout simplement. D'accord. Très bien. Merci Alain. Voilà, de rien. Là, franchement, les fréquences ils sont entre 1000 et 50 000 Hz chez le chien. Donc. Après, il y a une explication technique aussi, c'est qu'en radio, par exemple, le signal est volontairement coupé de toute façon parce que les codeurs stéréo des émetteurs ne passent pas ces fréquences-là. Voilà, ou les passent très mal. Très bien. Parfait. Pour être simple, on va dire. Voilà. Donc là, nous avons un Michel Chevalet ce soir. En tout cas, Michel Chevalet, je ne sais pas, mais Michel Chevalet de la radio, peut-être. Peut-être. Merci Alain pour ces précisions. Mais donc, de rien, c'est quand tu veux, tu m'envoies le chèque comme d'habitude. Comme d'habitude, évidemment. Julien, tu disais, les chiens, la fréquence en hertz, si je dis pas de bêtises, entre 1000 et 50 000 hertz. Je crois que l'humain, c'est 10 000, 30 000. Donc on a des fréquences beaucoup plus aiguës et des fréquences beaucoup plus graves captées par le chien. Donc effectivement, ça peut être à prendre en compte pour diverses raisons de bruit. Par exemple, on voit que les chiens hurlent à la meure autour des cloches d'église, ce genre de choses. On suppose qu'ils captent beaucoup plus d'aigus, ce qui réveille des instincts à faire le loup, ce genre de choses, ou sur les sirènes, les ambulances. Donc quand vous entendez des chiens hurler, c'est pas anodin, c'est probablement parce qu'ils captent des fréquences que nous, on n'est pas capable de détecter. Donc on peut prendre en compte aussi des gènes sonores que nous on ne penserait pas et que lui subit. Et il faut essayer de deviner pourquoi un chien réagit, baisse les oreilles, a l'air d'être gêné par exemple par un bruit. L'être humain par exemple, au-dessus de 15 000 et 16 000 Hertz, n'entend pas grand-chose. Voilà. Alors est-ce que justement les chiens qui aboieraient dans le cadre de salons, c'est parce qu'ils peuvent aussi être gênés du fait qu'il y a un bruit considérable, il y a de la foule, et là ça les met en panique ou en difficulté? Ouais, ils captent énormément de fréquences, donc effectivement plus vous polluez de son, plus le chien va avoir une gêne, mais c'est comme nous, c'est-à-dire qu'un excès de bruit normalement n'est pas agréable pour l'humain, donc il n'est pas agréable pour le chien. Il a une potentielle résistance aux décibels un peu plus élevée que nous, mais par contre, comme il entend plus de fréquences, est-ce qu'on ne l'emmène pas dans une forme de gêne différente de la nôtre, mais une gêne quand même? Donc effectivement, il faut quand même faire attention. C'est pas forcément le volume qui est problématique, c'est les sons qui ne nous sont pas perçus et qui sont perçus par le chien. Je prends par exemple un coup de fusil de chasse. Nous, on va pas forcément entendre tout le bruit développé par le coup de fusil de chasse que le chien va capter, qui peut le mettre en situation de malaise si on prend pas le temps de le calmer, ou avec des bruits plus faibles au départ pour l'effet de surprise, etc. Et puis on monte progressivement sur le son. D'accord. Donc, pourquoi je pose la question par rapport au salon? Parce que ça a été un peu évoqué tout à l'heure. Alain, tu en as parlé. Est-ce que tu peux nous en parler de ça, de comment toi tu vois ces salons, les foires, Alors, c'est à mon sens une mauvaise idée.
Ah, d'accord. Pourquoi Alors, vous allez sûrement trouver de bons éleveurs sur des salons du chiot, mais pas que. Et puis vous partez sur un achat compulsif. Ah. Vous arrivez sur place à 8h le matin, à midi, vous repartez avec un chien. Vous ne savez rien sur la race, rien sur l'éleveur, ou presque rien. Vous n'avez pas pris le temps de la réflexion. Vous avez malheureusement des très très mauvaises surprises pour lesquelles je peux être contacté assez régulièrement. Et enfin, c'est garanti que voilà, vous avez des bons, mais vous avez aussi des mauvais. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque ? Je pense pas. Et c'est d'ailleurs étonnant que ça existe encore, le salon du chiot, sachant qu'il y a une loi qui est passée où on a un certificat à signer, et où vous signez le certificat, vous ne pouvez récupérer que le chien 7 jours après. Il faudra m'expliquer comment on rentre le matin dans un salon à 8h le matin et à midi vous ressortez avec un chien. Chez moi, ça fait pas 7 jours. Donc c'est un achat compulsif équivalent à acheter un téléphone portable. Voilà, c'est beau, c'est mignon, l'éleveur vous a vu venir parce que vous êtes à votre premier chien, on vous le met dans les bras, on vous dit il vous a choisi, vous a regardé dans les yeux et voilà, et vous repartez avec un chien. Voilà. Est-ce que vous savez ce que vous avez pris, comment les conditions d'élevage, d'où il vient, est-ce que vous avez vu la maman, est-ce que vous avez vu... Est-ce que vous savez que vous allez l'avoir pendant 10, 15, ça va peut-être 20, je sais pas, d'entretien, voilà. Vous voyez, c'est un tout, et du coup, ça a été beaucoup trop vite. Alors, justement... Justement, alors, combien ça coûte un chien ? Parce que bon, alors, tu vas me dire que ça dépend de la taille du chien aussi, ouais. Mais allez, si on reprend les pagnols bretons, allez, je suis passé là-dessus. Voilà, ça coûte combien ? Alors c'est variable sur plusieurs facteurs. La santé, donc les frais vétérinaires annuels. Plus on prend bien soin de son chien, plus la facture va monter. Il y a la nourriture. Vous allez avoir tout ce qui est équipement de maison, les jouets, etc., le matériel de balade, etc. Ça peut très vite monter. C'est un coût que les gens sous-estiment. D'accord. Et encore, je n'ai pas inclus le fait que vous ayez peut-être besoin de cours d'éducation. Vous voyez, c'est encore une enveloppe qui généralement n'est jamais prévue par les gens en se disant « je vais m'en sortir ». Quand les problèmes arrivent, c'est un coût supplémentaire. Donc, ce que vous pouviez calculer au moins x2. Pour la première année, vous voyez plutôt large. Donc, c'est pareil. Le prix d'achat d'un chien par rapport à la dépense de la première année, ça commence à faire une bonne enveloppe. Il vaut mieux prévoir large et puis se dire j'ai dépensé moins et puis je peux mutualiser si un jour il a un petit souci de santé. Mais ne voyez pas trop court, ça peut très vite monter. C'est un vrai investissement et votre chien va vieillir aussi. Il aura des problèmes de santé plus tard qui vont vous coûter un peu plus cher que les premières années. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, et pour l'avoir vu sur place, parce que j'ai eu un copain veto, il y a des opérations, il y a des retournements d'estomac, par exemple, pour les très gros chiens, et c'est une vraie opération. J'y ai assisté, donc j'ai vu. Tout ça, c'est un peu comme un homme, une femme, mais en réduction, quoi. Mais quand même, ça coûte. Ah oui, ça coûte. Parce qu'un veto, ça coûte cher. Ça coûte malheureusement très cher. C'est-à-dire que si vous preniez une opération chez un humain, on vous envoyait la facture complète, elle coûte cher. Malheureusement, le vétérinaire, en fonction de la pathologie qu'il va avoir, va vous coûter très cher. Alors, il existe quand même des mutuelles au jour d'aujourd'hui qui peuvent être intéressantes en fonction. Alors, c'est comme chez nous, les mutuelles sont remboursées différemment, qui peuvent être une solution d'investissement intéressante. Vous pouvez aussi mutualiser vous-même sur un petit compte en banque tous les mois, de mettre 20, 30, 40 euros. Le jour où vous avez un pépin, vous êtes bien content d'avoir cette enveloppe-là de côté. Parce qu'effectivement, les premières années, on n'y pense pas. Puis quand ça vieillit, quand ça s'est blessé, ça s'est fait une petite entorse, c'est quand même plus facile d'emmener son chien au vétérinaire, d'avoir moins de scrupules, parce qu'on sait qu'on va pouvoir gérer la facture. Donc c'est pareil, ça s'anticipe les soins d'un chien. Enfin, excuse-moi, mais les vétos, moi je veux pas me faire des copains ce soir, mais les vétos, j'ai du mal, sérieux. Moi je m'excuse, j'ai des expériences avec des vétérinaires. Moi je m'excuse, une fois j'avais un animal que j'ai amené pour faire des examens, ils ont eu du mal à lui faire la petite piquouse. Alors j'ai dit non, attendez, je vais lui
je vais le tenir, il n'y a pas de souci. Non, on va s'en occuper, vous inquiétez pas, ils m'ont facturé 50 €, quoi, juste pour le tenir. Et après, je vous passe, et je te passe les... Ah oui, mais il faudrait tel type de croquettes, le petit paquet, 25 €. Les fameuses croquettes. Je veux dire, au bout d'un moment, il y a un peu du foutage de gueule chez les vétos. Moi, je trouve, sincèrement. Mais oui, il y en a. Et je suis pas sûr qu'ils aiment vraiment les animaux. Il y en a, attention, je veux pas faire une généralité, mais il y avait un fameux comique qui s'appelle Célic qui disait les vétérinaires, de toute façon, ils mangent l'argent. Quand on le vit dans la vraie vie, sincèrement, oui, ils mangent de l'argent, c'est pas possible. Et puis... Je sais pas, il y a vraiment de la malhonnêteté là-dedans. Je sens de la malhonnêteté. Et j'ai beaucoup de gens qui ont des chiens et je leur demande souvent, mais tu peux me citer le nom d'un bon veto ? Ben, j'ai pas le retour. C'est-à-dire, il y en a qui disent, ouais, mais alors lui, lui, elle, mais pas ça. Donc, on n'arrive pas. C'est-à-dire, on n'arrive pas à savoir vraiment. Ce qu'on sait, c'est qu'à la fin, la douloureuse, elle va être vraiment douloureuse. Ouais, mais bien sûr, j'ai des exemples de douloureuses qui ont été très difficiles pour les propriétaires de chiens et qui m'appellent en me disant, tu en penses quoi ? Et je leur dis, simplement, on va changer de marque de croquettes. Ils ont envoyé quand même 450 € de facture pour ne même pas diagnostiquer le problème. Moi, j'ai payé 400 balles pour que mon animal décède 2 jours après. Voilà. Donc, effectivement, il y en a certains. Il y en aura, malheureusement, je pense toujours, comme dans tous les milieux, il y aura les bons, il y aura les moins bons, il y aura ceux qui vont facturer plus ou moins cher. Oui, bien sûr. Il faut, c'est compliqué de détecter lequel est le vendeur, lequel est le bon vétérinaire, lequel est l'investi. En fonction justement des gens que je croise, j'ai plein d'avis, plein de retours vétérinaires et on me pose la question, qu'est-ce que tu en penses et si et ça. J'ai une palette et une diversité de réponses de la part des vétérinaires et d'une approche différente que c'est hyper compliqué pour les gens de s'y retrouver. Et les factures peuvent passer du simple au double, au triple, avec je te vends des croquettes, je te vends des produits, etc., alors que d'autres vont modéré. Maintenant, c'est compliqué de s'en sortir, mais je pense que c'est dans tous les domaines. Et à la limite, je vais autocritiquer dans les éducateurs canins aussi. Alors justement, je voulais parler des croquettes. Parce que, alors, les croquettes... T'as arrêté, toi, les croquettes ? Oui, moi j'ai arrêté parce que j'ai des soucis de santé, donc voilà. J'ai été obligé d'arrêter les croquettes. Alors justement, en parlant de santé, moi je me suis laissé dire que les croquettes, pour les animaux, que ce soit les chats, les chiens ou les autres, c'était pas bon pour la santé. Que c'était très cher et que c'était pas bon pour la santé et que les chiens ou les chats qui ont été élevés qu'avec des croquettes, c'est un peu comme les humains qui ont bouffé que des plats cuisinés ou industriels ou des trucs comme ça, ça leur provoquait des pépins de santé. Alors, est-ce que c'est vrai ? C'est en grande partie vrai. Alors, encore une fois, il va falloir trier les marques et ce qu'on vous vend, ce qu'on vous met dedans. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser en tant que propriétaire aux réels besoins d'un chien. Quand vous voyez qu'un chien n'a pas forcément besoin de glucides, que vous faites le tour de la composition de votre paquet de croquettes qui vous manque 45% des ingrédients, je peux vous garantir que c'est des glucides qu'on a mis dedans. Donc vous avez acheté 45% de sucre, entre guillemets, pour votre chien, alors qu'il n'en a pas besoin. Donc effectivement, imaginez comme nous, tous les midis, on met 45% de notre assiette de sucre, ça n'a pas duré longtemps. Ça fait du diabète, les chiens ? Oui, ça peut faire du diabète. Ouais. Donc effectivement, on a différentes marques. On a en ce moment la folie du sans céréales. Alors c'est génial, c'est une mode qui vient des États-Unis, qui était sans céréales OGM. Parce qu'aux États-Unis, on fait des OGM. On se dit, ça a bien marché aux États-Unis, on va le vendre en France, on va mettre sans céréales. Donc on enlève le blé, puis on vous rajoute de la betterave à sucre. Voilà. On va pas se mentir, on a quand même un problème. Effectivement, ils en ont pas besoin. Alors, il est difficile de compacter une croquette sans glucides pour qu'elle se tienne, ce que je peux entendre, mais enfin, entre 45% et 15% du produit, voilà. On peut aussi regarder les protéines entre poulet et filet de poulet, parce que forcément, quand c'est marqué poulet, vous doutez bien qu'ils mangent de la tête, du tendon, du cou. Et forcément, le niveau de protéines n'est pas aussi bon que ça. Alors justement, pour terminer là-dessus, un chien, il faut lui faire à manger comme nous, on devrait se faire à manger en tout cas, parce que encore une fois, tous les hommes, les femmes mangent pas comme il faut, mais il faut préparer
les repas soi-même avec des produits qui soient sains. Alors, vous pouvez aussi également préparer. Alors attention, il y a quand même des bonnes croquettes. En faisant le tri, vous allez trouver une bonne croquette. Mais si vous décidez de faire votre alimentation vous-même pour votre chien, ça vous coûte pas forcément plus cher. Mais ça vous demande quand même beaucoup de boulot. Quand vous partez en vacances, ça pose des soucis, etc. Et attention, votre chien ne se nourrit pas des mêmes choses que vous. Il n'a pas les mêmes besoins. Et si vous pensez que lui faire simplement un morceau de poulet avec des haricots va suffire, il va lui manquer tout ce qui est minéraux, etc. Donc il existe maintenant sur Internet des calculateurs qui vous permettent de commencer à faire un dosage cohérent pour que votre chien se porte bien. Et pour voir certains chiens qui sont alimentés comme ça, ils se portent très bien, ils sont très vifs, etc. Donc on sent bien que ça fonctionne bien. Maintenant, il faut réussir à trouver le bon équilibre pour pas que cet équilibre-là soit autant destructeur qu'une croquette. C'est affaire de goût, effectivement, c'est aussi des contraintes, mais vous risquez de passer à côté de certains besoins qu'il peut avoir. Est-ce que c'est bénéfique ou pas ? Après, il y a des gens qui sont studieux, qui vont très bien le faire. Il y en a d'autres qui vont juste préparer du riz et un morceau de viande. Et encore, s'il a son morceau de viande, est-ce que c'est mieux ? Voilà, c'est affaire de goût, alors qu'une croquette, une bonne croquette est potentiellement bien équilibrée. Et si vous regardez que la croquette, elle est bien équilibrée, elle ne vous coûte pas si cher que ça. Parce qu'il faut calculer le prix de la ration journalière et non pas le prix du paquet. Parce que quand vous passez d'une mauvaise croquette où vous mettez 500 grammes par jour à une bonne croquette où vous mettez 300 grammes par jour, forcément, quand vous refaites le calcul du coût journalier, ça vous revient pas si cher que ça de prendre une bonne croquette. Et en plus, vous n'allez pas au vétérinaire. Oui. Petite économie au passage. Mais oui. Voilà. Alors justement, puisqu'on a beaucoup parlé des croquettes, moi je vous invite chers amis auditeurs, on va écouter un petit morceau de film, L'Arme Fatale 3. Peut-être que vous maîtrisez, peut-être pas. Julien, tu connais un peu ce film ? Oui, je connais très bien les séquences. donc, au début... On est trop vieux pour ces conneries. Voilà, Roger Murtaugh et sa femme, d'ailleurs... René Rousseau ? Non, Roger Murtaugh, c'est Danny Glover. Ah, Danny Glover, pardon. Je n'ai plus le nom de l'épouse de Roger Murtaugh, là autre chose. Non, c'est pas moi qui va te le dire. C'est pas grave. Eh bien, dans la scène du début, en fait, il y a Joe Pesci, donc Léo Goetz, qui vient pour vendre la maison des Murtaugh. Léo Goetz. Et donc, il y a Martin Riggs qui est dans la cuisine, il veut fumer absolument une cigarette. Et Roger lui dit non, il y a des gens qui visitent la maison, tu ne fumes pas. Et il lui donne une boîte de croquettes pour chien. Et donc on voit Riggs pendant tout le film, donc Mel Gibson, manger des croquettes de chien. Et donc il en a sur lui. Et il y a une scène où, avec Lorna Cole, ils vont devoir inspecter un local où a priori il y a des armes à feu. Et ils vont faire une rencontre. On écoute. On dirait que la grand-mère de Billy a un gros méchant chien. C'est pas un chien, c'est un cheval. J'aime pas les chiens. Je pige pas. Vous pigez pas quoi? C'est un chien, un putain de chien. Non, ce que je pige pas, c'est être devant la vitrine d'une boutique de lingerie, ça veut dire quoi? Plus tard, Riggs. Qu'est-ce que vous faites? Ah ben, je peux pas flinguer un chien, un mec je veux bien, mais pas un chien. Je crois que je devrais faire ami avec lui. Hey. Ne courez pas, parce que sinon il vous poursuit, vous rattrape et vous tue. Voilà, donc ça, cet extrait, moi je le trouvais assez adapté, puisque c'est une circonstance dans laquelle donc Martin Riggs et Lorna Cole se retrouvent avec un chien qui garde un entrepôt, donc il montre bien les dents, on l'entend parfaitement, et on entend donc Riggs, on n'a pas passé tout l'extrait parce que c'est un petit peu long, mais on entend Martin Riggs dire à Lorna Cole, bah voilà, attention, ne faites pas n'importe quoi quand vous avez un chien menaçant en face de vous. Ce que le dit Riggs, c'est vrai ? Alors, oui, on évite de courir devant un chien. Si même un chien vous court après, votre meilleure solution, c'est de s'arrêter. Un chien est fait pour détecter le mouvement, pour poursuivre le mouvement. Par son phénomène de chasseur, il poursuit du mouvement. Plus vous mettez de mouvement, plus il a des facilités à potentiellement réagir. Donc quand vous êtes un jogger, que vous avez malheureusement par exemple un chien aux fesses, arrêtez-vous. Plus vous courez, plus vous avez de chance malheureusement que ça finisse mal, comme vous êtes en vélo, etc. C'est pas du 100%, mais votre meilleure solution, c'est effectivement de s'arrêter. On ne court pas devant un chien. C'est la meilleure façon de se faire pincer les fesses.
Et comme dirait Jean-Pierre Bacry dans Didier, on ne sent pas le cul non plus. Alors, tu as retrouvé le nom de la femme de Murtoff, alors ? Mais oui, pardon, Trish Murtoff, qui est l'épouse de Roger. Et qui, dans le 4, L'Arme Fatale 4, on peut le signaler, elle écrit des romans érotiques minables, selon Martin Riggs, et elle se fait appeler Ebony Clark. Voilà. Quel savoir quand même. Je ne dirais pas la scène de fin où, en pleine fusillade, Riggs et Murtoff sont en train de dialoguer sur mais qui est Ebony Clark. Regardez le film si vous voulez voir de quoi on parle. Moi, je voulais revenir sur la dangerosité des animaux. Alors, très souvent, dans les médias, il n'est pas rare d'entendre un fait divers concernant des morsures, voire même des chiens qui tuent les hommes. On a mis au rebut certains chiens, vu qu'on en a fait une classification. Tu parlais d'American Staff tout à l'heure, tout ce qui est pitbull, ce qu'on appelle la catégorie des pitbulls, qui est assujettie à certaines règles. Est-ce que c'est vrai que c'est vraiment les plus tueurs, ces chiens-là ? Parce qu'à un moment, moi, j'entendais dire que les chiens qui mordaient le plus, c'était les labradors. Ouais, et c'est toujours les labradors. Donc, est-ce que, quelque part, là encore une fois, les médias, on relate un fait divers, mais est-ce que ça relate la vérité sur le chien ? Alors, Est-ce qu'ils font peur maintenant, ces chiens ? Oui, il faut dissocier deux choses. Dangerosité et le nombre de morsures. C'est-à-dire qu'un American Staff, par son volume musculaire, par sa puissance, est potentiellement plus dangereux. Comme un boxeur entraîné est plus dangereux que moi, qui ne l'ai pas entraîné. Ça ne veut pas dire qu'un boxeur entraîné va frapper les gens dans la rue. Et c'est pareil chez le chien. Il est effectivement plus musclé, il a une meilleure mâchoire. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément mordre plus. Il faut bien dissocier dangerosité et agressivité. C'est pas parce qu'il a un plus grand potentiel physique qu'il meurt plus souvent. Et justement, on a ce phénomène qui se passe chez le labrador où on voit ce chien génial auprès des enfants et on oublie que c'est un chien qui a des dents. Et c'est pour ça que le labrador a ce triste record de morsures, peut-être cette année encore, parce que justement on sous-estime ce qu'un labrador peut faire. Alors effectivement, pour autant l'American Staff ou d'autres ont eu mauvaise publicité, des lois ont été faites peut-être dans le bon sens, parce que ça enlevait certains chiens de mauvaises conditions, parce que la détention c'est assez vie. Maintenant effectivement, pour les bons propriétaires et pour les bons chiens, est-ce qu'un peur de muselière était nécessaire ? On pourra toujours se poser la question que quand c'est bien fait, est-ce que c'était justifié ? Mais le problème, c'est quand ces chiens-là attaquent, ils ont plus de chances de tuer que d'autres races. Oui, si vous avez un American Staff qui vous croche le mollet et un Chihuahua, je vous garantis que je préfère me débarrasser de l'American Staff que du Chihuahua. Donc effectivement, on a des phénomènes, mais et encore, on parle beaucoup de l'American Staff, c'est pas les plus fortes pressions au monde, hein. Loin de là. Hein. Il y a beaucoup de chiens qui ont de bien meilleures pressions de mâchoire, qui ont des meilleures activités physiques, qui sont bien plus dangereux. C'est simplement l'effet de démocratisation et toutes les bêtises qui ont été faites, qui ont amené à ces chiens-là à être catégorisés. Et malheureusement, si on continue comme ça, on aura d'autres races qui seront ciblées par ce genre de mesures. Parce que ça s'est rabattu sur d'autres races. Aujourd'hui, si tu devais nous donner la race du chien le plus dangereux, ça serait lequel pour toi ? L'humain. Ah, mais je te parlais des... Oui, non mais ça on l'avait pointé au début de l'émission. Mais il n'y a pas un chien qui a des appétences pour sortir une violence très rapidement. Non, ça vient vraiment de l'humain à chaque fois. Mais bien sûr, soit c'est un problème de sélection auprès de l'élevage. C'est une mauvaise orientation parce que je vais citer, même si j'aime pas trop citer et faire du catégorique, mais on va prendre par exemple le Malinois parce qu'en ce moment il est malheureusement victime des très mauvais comportements de l'humain. Soit il est mal sélectionné, c'est un phénomène de mode,
c'est le chien de police par excellence, et monsieur et madame tout le monde veulent un chien pour garder la maison, sauf que c'est un chien qui a besoin de dépenses, etc., etc. Donc, mauvais choix d'élevage, etc. On vend beaucoup, on est moins scrupuleux sur est-ce que c'est un chien de travail ou est-ce que c'est un chien de lignée familiale, parce qu'on a différents... Et on se retrouve avec un pauvre chien qui a rien demandé à personne, et qui se retrouve lui aussi victime de tout ce phénomène-là, et qui est en train de remplir les SPA. Mais qui est à l'origine de ça? C'est pas le Malinois. Hein. Le Malinois, on l'a sélectionné pour ses capacités de mordant, mais c'est l'humain qui, à l'origine, il y a une centaine d'années, qui a commencé à faire ces sélections-là. Et au jour d'aujourd'hui, on fait plus le tri, on donne... Même un éleveur sait très bien que son chien arrive d'une lignée de mordant et le met dans une petite famille. Donc en fait, pour en revenir là-dessus, par rapport à tout ce que tu disais au début, finalement, l'idée qui avait été sortie, je crois, par certains députés, de mettre un permis de prendre un animal, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui serait faisable, et est-ce que tu penses que ce serait quelque chose de bénéfique, notamment sur la problématique des personnes qui veulent adopter des chiens peut-être de manière un petit peu incongrue et pas forcément de la meilleure des manières, et puis pour éviter aussi d'un autre côté tous ces abandons l'été? Oui, moi je serais favorable d'une part parce qu'on peut faire du préventif en amont. Et c'est intéressant de faire du préventif, d'orienter les gens au mieux en disant attention, est-ce que ton mode de vie correspond à telle race, etc. Est-ce que tu vas avoir du temps pour t'en occuper? Est-ce que t'es pas mieux à t'orienter? Je connais telle race qui est peut-être un peu plus adaptée. Donc on peut faire un message préventif, éviter que les gens fassent des erreurs trop précocement sur le chien, pas se rendre compte des erreurs qu'ils vont commettre. Et puis ça permet aussi à un moment donné de responsabiliser les gens, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont fait une formation de détention d'un chien, ils sont répréhensibles. Ah oui. Donc mais ouais, c'est-à-dire que c'est un peu plus facile à un moment donné de se dire attends, il a pris un chien puis il l'abandonne, pourquoi? Parce que j'ai plus le temps de m'en occuper. Si t'as pas le temps aujourd'hui, t'as pas le temps demain. C'est-à-dire que t'as pas voilà. Donc on pourrait aussi dire que comme il a été averti, on pourrait lui enlever ce permis et voilà. Donc oui, je suis favorable. Maintenant, quel sera le contenu de ce permis? Qu'est-ce qu'on sera amené à apporter aux gens? C'est un grand débat. Autre débat. Un animal mort, blesse, voire tue, on l'euthanasie? Alors, il faut déjà essayer de comprendre pourquoi il meurt, pourquoi il blesse, pourquoi il pince. Chez eux, c'est de la communication avant tout. Pincer, c'est de la communication. Parce qu'ils jouent entre eux quand des chiens se croisent. Ils jouent. Donc effectivement, il faut déjà être certain que ce soit un acte offensif de la part du chien et pas un acte défensif ou un malaise. Est-ce qu'on peut pas travailler en amont sur le malaise avant de tout de suite être catégorique à dire mon Dieu, morsure? Il y a plein de types de morsures et il y a des morsures qui sont légitimes, d'autres potentiellement moins. Maintenant, il se peut que le chien ne remorde jamais si on ne l'embête pas. Prenez un enfant qui tire sur la queue du chien, il se fait pincer, est-ce que c'est le chien, est-ce que c'est l'enfant? C'est l'enfant. Mais par exemple, le fait qu'on euthanasie l'animal quasiment à chaque fois, comment toi tu ressens les choses? Je trouve qu'on va trop vite en diagnostic. On a lorsqu'une morsure est déclarée, on a une inspection d'un vétérinaire comportementaliste qui se fait dans un bureau. J'aime pas la façon de faire cette analyse-là. Vous avez un chien qui rentre dans un cabinet vétérinaire et qui est analysé par un vétérinaire. Le vétérinaire, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, Julien, mais le vétérinaire, il dispose des compétences dont dispose un éducateur canin? On peut se poser la question, parce qu'un éducateur canin, il passe des dizaines d'heures pour rattraper des chiens qui ont potentiellement mordu, et on y arrive. Et un vétérinaire, effectivement, il engage sa responsabilité. D'accord. C'est probablement ce qui pose un petit peu la question. Est-ce qu'on pourrait pas laisser à ces chiens-là un délai de travail raisonnable et de se dire, voilà. Et là, ce serait plutôt travailler en commun avec un vétérinaire en se disant, allez, travailler chez un éducateur canin, on refait un point et on ne prend pas une décision trop rapide. On a quand même du matériel comme des muselières qui permettent de travailler sur les chiens, de prendre un petit peu de recul, de sécurité pour éviter un nouvel accident. Et puis refaire un bilan un petit peu après. Mais effectivement, si la personne, c'est un accident malheureux, je prends un autre exemple, beaucoup de gens dans la rue viennent caresser mes chiens. Vous êtes, en tant qu'humain, intrusif auprès d'un chien. Si le chien pince, c'est le chien qui sera piqué. Il y a un problème, c'est-à-dire qu'on va catégoriser un chien qui a dit à un inconnu, je ne veux pas que tu me touches.
Comment voulez-vous que ce chien-là soit piqué ? Ça lève des vrais débats. Et encore une fois, il faut garder la tête froide quand on juge une morsure. Ça veut donc dire qu'un passant, là tu parlais des chiens que tu promènes, les tiens, un passant qui te voit et qui prend l'initiative de caresser le chien sans te poser la question, c'est sa responsabilité en termes d'assurance Malheureusement, non, ça va tomber sur le propriétaire du chien. C'est toi. Voilà, d'accord. C'est le propriétaire du chien. On va vous dire que vous n'avez pas maîtrisé votre chien. Et voilà. Ah oui, donc là il y a un vrai problème. Il y a un vrai débat, c'est-à-dire qu'on a malheureusement des comportements d'humains qui vous demandent pas, qui caressent systématiquement les chiens dans la rue. Pour moi, et j'ai beaucoup de gens qui me demandent comment on dit bonjour à un chien. On lui dit pas bonjour. Je vais pas embrasser les gens dans la rue que je connais pas. Oui. Donc c'est pareil. Pourquoi aller caresser un chien qu'on connaît pas ? Ou tout au pire, on fait des présentations intelligentes, des gens demandent aux propriétaires. Parce que déjà, c'est le chien d'un propriétaire. Avant de foncer tête baissée, on peut peut-être déjà se civiliser en posant la question, est-ce que je peux dire bonjour ? Et puis on y va doucement, on laisse le chien prendre une odeur. Donc il faut garder un petit peu aussi, nous en tant qu'humains, une retenue en fait, et une réflexion intelligente. On ne peut pas foncer sur tous les chiens tête baissée sous prétexte que c'est un chien. Exactement. Alors, ce qu'on propose là tout de suite, c'est de faire une deuxième pause musicale avec un titre toujours sélectionné par Julien, puisque c'est la playlist de Julien. Et puis, on désannoncera le titre juste après. Et là, on écoute musique. Commençons par refaire le monde avant de ressasser le passé. On sait tous que la terre est ronde. Marchons dessus sans trop l'abîmer. Alors on verra les couleurs, nos différences, nos valeurs, celles des gens unis qui voudraient tous avoir une vie, la vie. On avancera un pas de travers, les yeux grands ouverts, libres de nos choix. On avancera avec les idées claires, on pourra tout faire, on sera les rois. On avancera avant que ça. Allons vers la métamorphose, s'évader, sortir de l'hypnose, écouter celui qui propose, s'envoler, être de ceux qui osent, marcher pieds nus sur un fil, et voyager de ville en ville, savourer les moments futiles qu'on aurait pu croire inutiles. On avancera un pas de travers, les yeux grands ouverts, libres de nos choix. On avancera avec les idées claires, on pourra tout faire, on sera les rois. On avancera avant que ça. Embarquons le sourire des mômes dans une vie plus belle que celle qu'on a jouée. Allons redécouvrir l'atome, fixons un prix à ne pas dépasser, redonner de l'air à l'enfance, un futur pour sa descendance, et pour qu'ils aient une existence, mettons du poids dans la balance, en cadence. On avancera un pas de travers, les yeux grands ouverts, libres de nos choix. On avancera avec les idées claires, on pourra tout faire, on sera les rois. On avancera, refaire le monde, on avancera sans perdre une seconde, on avancera, métamorphose, on avancera de ceux qui osent, on avancera un pas de travers, les yeux grands ouverts, libres de nos choix. On avancera pieds nus sur un fil, on avancera de ville en ville, on avancera chasser les fantômes, on avancera des sourires, des mots, avant que ça. Salut, c'est Jérôme Anthony, je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Voilà, donc on vient d'entendre, donc on avancera, le titre du groupe Trio. Je crois que c'est un choix musical qui est important pour toi, Julien. Ouais, c'est un hymne, je trouve, qui résume bien l'idée d'avancer pas à pas dans le monde du chien, que les choses se constituent pas en 5 minutes
Et toujours penser à aller de l'avant. Il y a les jours avec, les jours sans, avec son chien, parce qu'un jour ça passe pas, parce que c'est compliqué, l'éducation. Mais l'idée, c'est toujours d'avancer pas à pas, et puis d'aller de l'avant, et puis de s'améliorer. On peut tous s'améliorer, et c'est un petit peu l'objectif de chacun, c'est de regarder devant ce qui nous attend. Moi j'avais une question, Laurent, je me permets ? Ouais. Ok. Tout à l'heure on a évoqué des races de chiens, enfin on en a tout au long de la soirée, nous avons donc parlé de différents types de chiens, mais est-ce qu'il existe des catégories ou est-ce qu'on parle de classification ? J'ai peut-être pas le bon vocabulaire. Alors, on a des catégories de chiens qui sont amenés à être muselés ou sous permis de détention. Et actuellement, déclaration mairie, assurance spécifique, passage d'un permis de détention de ces chiens-là. Et puis, voilà, selon la race du chien, vous avez différentes mesures à respecter. Et puis, vous avez ensuite les chiens qui sont libres d'accès à monsieur et madame tout le monde, tant que vous avez une assurance responsabilité civile. Donc, effectivement, on a des chiens sur lesquels, quand vous le prenez, il va falloir montrer, je dirais, un peu plus patte blanche, un casier judiciaire vierge, etc. etc. Est-ce que c'est toujours respecté ? Je pense pas. Est-ce qu'il y a des facilités pour avoir les permis de détention ? Oui. Et effectivement, on pourra toujours se poser la réflexion si on peut pas encore faire mieux. Est-ce qu'on n'aura pas d'autres chiens qui rentreront dans ces catégories-là aussi, par mauvais comportement de l'humain ? Oui. On en aura d'autres. On en revient toujours au même, c'est-à-dire l'individu, l'être humain qui est en responsabilité, quoi, en définitive. Ouais. Laurent, donc, je t'ai interrompu, tu allais dire quelque chose ? C'était en lien avec ce que tu disais. Moi, je pense au trafic animalier. Il y en a de plus en plus, et souvent sur des animaux qui sont demandés par les gens. Ouais. Il y a une mode de certains chiens. Tu parlais du chihuahua tout à l'heure, mais bon, le bulldog, le carlin. Le cavalier King Charles, par exemple, qui est très très vendu. Hein. Ouais, alors. Grâce à la reine d'Angleterre. Oui. Non, c'est les corgis. Ah oui, exact. Corgis, oui, tu as raison. Mais alors, je vais pas te demander ce que tu penses du trafic, forcément. Voilà, c'est pas le but de la question, mais quelque part, comment on peut éviter de prendre un chien ou un animal qui sort d'un trafic ? Alors, si on devait sélectionner un éleveur pour moi, c'est quelqu'un qui en amont est très accessible, qui va vous partager beaucoup de choses en amont, qui va se montrer très accessible. Quelqu'un qui est très renfermé sur lui-même, partage peu d'informations sur son élevage, peu de photos, ce genre de choses. Moi, ça commence à me poser des questions. Pour moi, c'est un amoureux du chien. Il aime faire voir ce qu'il fait. Voir, par exemple, en amont des photos de votre chiot que vous allez sélectionner à la tétée à la maman, une vidéo. On est quand même à l'heure des réseaux sociaux, etc. C'est assez facile d'avoir accès à ce genre d'informations. Lorsque vous allez aller sur place, il est impératif que la vidéo ou la photo que vous avez vue correspond à la maman qui est sur place. S'il n'y a pas de maman, il y a un problème. Donc, photo et vidéo minimum, à moins que vous ayez pu aller sur place au moment des tétés. Mais sinon, c'est photo, vidéo minimum pendant la tétée. Il faut que quand vous allez chercher le petit, correspond à la vidéo et que la maman soit sur place. Il n'y a pas de maman, on fait demi-tour. Hein. Ah oui. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que la photo ou la vidéo peut être prise dans un autre pays, malheureusement les pays de l'Est bien souvent. Et puis, où est la maman ? La maman, elle est là un petit peu pour éduquer les chiots aussi. Alors effectivement, elle peut repousser un petit peu les chiens vers 8 semaines, mais elle est quand même censée être sur la propriété. C'est pas, les chiens sont pas arrivés par l'opération du Saint-Esprit. Donc effectivement, la maman, elle doit être dans le secteur. Alors, il y a quelques années, j'ai vu un projet de création d'entreprise dans le domaine justement du chien, et j'étais tombé sur quelqu'un en fait qui aimait le chien et qui m'avait présenté un vrai projet avec des constructions pour recevoir les chiens, qui avait un terrain disponible pour faire l'élevage, mais quelque chose de très structuré avec des endroits pour s'occuper des chiens, des endroits pour les loger, etc. Donc quelque chose de vraiment structuré. Moi, je voulais savoir, ça partait d'une très bonne intention et voilà. Est-ce qu'il y a des normes là-dessus justement aujourd'hui pour faire un élevage ? Oui, il y a des très grosses normes, c'est même des normes qui sont assez lourdes. Plus votre élevage est gros, plus les normes sont lourdes. Un bon éleveur ne gagne pas tant que ça sa vie.
s'il fait vraiment les choses dans les règles, le prix que vous payez est justifiable. Hein. Il ne reste vraiment pas grand-chose. C'est ce qui amène aussi des éleveurs à aller dans les dérives. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il vous reste pas grand-chose sur un chien que vous produisez vous-même et que ça vous coûte 3-4 fois moins cher de faire importer, malheureusement, beaucoup de gens cèdent à la tentation ou vont rogner sur certaines qualités de prestations qu'ils vont faire, mais ça peut être n'importe quoi. Ah oui, ça peut très vite être n'importe quoi. Et malheureusement, vous commencez avec déjà un chiot qui a des gènes dans la vie, qui a des grosses pathologies et bon, ça se rattrape. Ça va jusque-là. Bien sûr, on a des chiots qui sortent d'élevage qui sont déjà traumatisés. Enfin, à peine 8 semaines de vie, c'est ça ? Bien sûr, imaginez que le chien, il est parti vous le récupérez à 8 semaines chez un éleveur de la région, qu'il est parti des Pays de l'Est, il est parti il y a déjà 15 jours. Donc il était séparé de maman il y a 15 jours. Niveau, voyez, déjà on peut suggérer qu'il a passé un petit moment dans le fond d'un camion et puis maman était pas là et voyez. Alors un chien qui est pas sevré, parce qu'il s'agit de ça en fait, qu'est-ce que ça fait par la suite ? Beaucoup plus réactif, beaucoup plus peureux, il peut avoir des problèmes de propreté beaucoup plus importants, des réactivités, des peurs au bruit, voyez, c'est vraiment des pathologies qui sont très larges et qui ont un manque d'assurance. Et je dirais qu'un chien à 8 semaines c'est bien d'ailleurs, mais un chien à 10 semaines c'est mieux. C'est 2 semaines de plus passées dans un environnement d'apprentissage. 6 semaines, le chien il a pas eu le temps de faire une phase sociale qui est importante auprès de sa mère ou auprès d'autres chiens d'une meute par exemple. Donc il a rien appris en termes de communication entre chiens. Mais plus il reste avec sa mère, plus c'est difficile après de l'enlever de sa mère. Non, maman les repousse. De toute façon, à un moment donné, les petits marmots sont un petit peu pénibles, donc il les repousse. Et puis à un moment donné, en fait, ils s'intègrent potentiellement à un rythme de vie de meute. Donc ils deviennent, c'est plus les bébés à maman. Et à un moment donné, c'est des chiens qui font partie d'un groupe social. Donc non, à un moment donné, de toute façon, maman les repousse. Mais effectivement, qui passent peut-être 2 semaines de plus, même s'il faut payer auprès de l'éleveur ces 2 semaines-là, elles sont plutôt intéressantes parce qu'il n'empêche qu'il a appris avec les premiers chiens qu'il a vus dans sa vie des choses qui sont importantes. Et c'est un chien qui est peut-être plus à l'aise quand il va croiser ses congénères dans la rue. Et n'empêche que quand vous avez un chien qui est pas réactif ou même joueur auprès des autres chiens dans la rue, c'est plus confortable qu'un chien qui est réactif. Et il n'y a pas photo. Donc voilà, c'est tout ça est à peser dans la balance. Est-ce que des fois ça vaut le coup de dire à l'éleveur, est-ce que vous acceptez de me le garder 15 jours de plus, je paye la différence en croquettes, en entretien, mais je pars pour 10, 12 ans tranquille. D'accord. C'est un choix à mettre dans la balance, et puis vous avez certains éleveurs qui vont vous le proposer, qui vont être attentifs, ou certains éleveurs vont dire non, il n'est pas prêt, ce sera 10 semaines. Alors tout à l'heure on parlait de l'agressivité des animaux ou des maîtres, on parle aussi de chiens lofés, on parle de concours, de beauté des chiens, t'en penses quoi de tout ça ? Alors, le LOF, il a été créé... juste, est-ce qu'on peut définir ce qu'est le LOF ? Le LOF, livre des origines françaises. C'est un livre qui a été créé pour donner un standard aux races, c'est-à-dire que votre chien doit faire entre tant et tant de centimètres, tel poids, telle robe, tel aspect, etc., etc. L'idée est de ce LOF de dire que les parents sont bien d'origine de la race, et potentiellement ça permet aussi un petit peu de filtrer les potentielles maladies qui traînent sur telle ou telle race. Et ça vous permet de vous garantir une meilleure qualité potentielle de votre chien. Ça a son pour et son contre, c'est-à-dire que on peut encore s'améliorer, je pense. Ça a quand même une forme de gage de qualité de votre chien, donc effectivement, est-ce qu'on le prend au LOF, est-ce qu'on le prend pas au LOF, ça change le prix. Donc encore une fois, question de coût, mais effectivement, de beaucoup ça peut être du simple au double. Du simple au double. Ouais, ça peut être du simple au double. Mais effectivement, ça implique de la part de l'éleveur qui fait bien son boulot une quantité de travail supplémentaire, des inscriptions, de la paperasserie, des frais supplémentaires, etc., etc. Et plus le chien est coté dans, par exemple, les concours de beauté, plus il a une cotation élevée, plus il est un meilleur reproducteur, donc le prix va avec. Et donc il y a toujours une logique d'argent derrière. C'est-à-dire, je prends un chien lofé, il y a une portée, je gagne du fric, j'en gagne plus que s'il ne l'avait pas été, je vais dans des concours. Bien sûr. Ça coûte cher, remarque, d'aller dans des concours à chaque fois. Oui, ça coûte cher, c'est les déplacements, c'est vous partez à Rouen, à Paris, à l'étranger, c'est le nombre d'heures de travail, vous partez pour une
journée sur un concours de beauté, c'est des concours de travail, c'est des concours d'obéissance pour dire que comme votre chien est stable, quand il va reproduire, les petits vont être stables aussi. Donc ça amène une maman qui est plus stable, amène des petits plus stables. Donc c'est des dizaines d'heures qui sont, si c'est bien fait, ne sont même pas chiffrables. C'est-à-dire que même si vous aviez essayé de chiffrer ces heures-là, ce serait encore 2 ou 3 fois le prix que ce qu'on vous affiche, quand c'est bien fait. Donc effectivement, il y a une notion de prix, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si l'éleveur il passe des centaines d'heures, il y a un moment donné où il va bien faire qu'il remplisse son frigo. Non, mais il y a une cote. Il y a une cote, non ? Ouais, il y a des cotations. Sur le LEF, il y a cote 1, cote 2, cote 3. Effectivement, plus vous montez en cotation, plus vous avez de chances que les petits qui descendent de ces chiens-là montent en prix. Effectivement, vous pouvez atteindre des sommes astronomiques, mais c'est valable dans tous les milieux animaliers. C'est connu chez le cheval, c'est connu. Donc effectivement, ça peut très vite monter. Maintenant, effectivement, il vaut peut-être mieux ça que de tomber sur un chien malade. Oui. Voilà. Alain, alors les concours, est-ce que c'est pas un peu de l'orgueil mal placé ? Et puis comment on peut imaginer que les animaux concernés, en fait, qui font des concours, est-ce que c'est pas pour eux une agression, quoi, finalement ? Alors ça dépend du type de concours déjà qu'on effectue. Est-ce que c'est des concours sportifs ? Parce que quand c'est des concours sportifs, on voit si le chien s'amuse. Il ne s'agit pas de ça. Moi, j'ai été frappé par un reportage que j'avais vu sur M6 où on voyait, c'est donc pour voir si la race, alors je sais pas comment ça s'appelle ces concours-là, mais c'était pour voir s'il était vraiment de belle race et tout ça, et bien peigné et machin et tout ça. Et les pauvres chiens qui attendent leur tour, qui se font peigner. C'est les concours de beauté, non ? Par leur mémé. Non, mais je trouve ça. Parce qu'en général, c'est pas des jeunes qui font ces concours-là. Hein, c'est des personnes d'un certain âge qui emmènent leur chien. Je suis très choqué. Moi, voilà, je suis très choqué par ce truc-là. Il y a de tout, effectivement. Le problème, c'est un petit peu des phénomènes de mode, donc on cède à la tentation du phénomène de mode. Et si c'est à la mode de peigner le chien de telle façon, on va le peigner. Et malheureusement, il faudra faire un tri dans la pratique. Est-ce que le chien, il a besoin d'être peigné comme ça dans sa vie? Sûrement pas. Sûrement pas. Je prends un exemple. Vous prenez le Yorkshire, c'est devenu un petit peu ce que vous disiez, le chien à mamie, qu'on peigne beaucoup. C'est quand même d'origine un chien de chasse et qui s'éclate en chasse. Qui s'éclate en chasse pour avoir vu des lignées de travail qui au terrier est très très bon. Donc voilà, on pourra toujours se poser la question, qu'est-ce qui est pertinent ou pas? Est-ce qu'il a besoin d'un manteau pour aller dehors? Est-ce que, vous voyez, il y a tout un marché derrière. C'est exactement à ça que je pense. Mais quand tu parles, tu me fais peur quand même, parce que sincèrement, à chaque fois, c'est le côté humain qui casse tout. C'est-à-dire la cote, c'est-à-dire choisir un chien qui n'est pas fait pour nous, c'est-à-dire aller à des concours où des fois tu vois même les animaux. On humanise beaucoup les animaux, hein, depuis qu'il y a les vidéos notamment. Je sais pas si c'est une bonne chose d'ailleurs entre nous dit, je pense pas. Mais quand tu vois certains animaux qui sont peignés, comme disait Alain, t'as l'impression que l'animal, il te regarde, il dit arrêtez de te foutre de ma gueule. Arrêtez de foutre de moi. Enfin, c'est l'impression humaine. Non, mais c'est pas que l'impression humaine, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des chiens qui sont en détresse à ce moment-là. Hein. Et si on observe, bien sûr, si on observe bien les signaux du chien, il y a des chiens qui sont en détresse, qui n'apprécient absolument pas. Moi perso, tu me fais ça, je serais pas content. Ben voilà. Il faudrait déjà te peigner. Hein. Ouais, déjà. Il faut faire le tri entre ce qui est pragmatique et ce qui ne l'est pas en fait. Quels sont les réels besoins d'un chien? Alors, dans les besoins du chien, on a parlé donc du concours de beauté. Donc, on remarque c'est bien parce que tu nous casses un peu le truc en nous l'expliquant. Et j'aime beaucoup les arguments que tu utilises parce que pour moi, c'est des arguments simples mais qui sont très parlants. Et qui permettent de prendre conscience de ce qui est la responsabilité en fait. Alors tu parlais de concours, tu parlais de concours de beauté et tu parlais aussi de concours un peu plus sportifs. Il y a une pratique qui existe depuis des années et qui vient des pays anglo-saxons, c'est l'agility. Ouais. Qu'est-ce que tu penses pour les animaux, la pratique de l'agility ?
Alors on va peut-être expliquer l'agility. Ouais, alors c'est un concours d'obstacles. Voilà, on va faire ça. Qui ressemble aux obstacles pour les chevaux, ouais, et c'est pour les chiens. Voilà, sauf que c'est le maître conduit son chien à distance et est obtenu des points en fonction des tailles de chien, etc. Alors ça peut être une très bonne activité à partir du moment où on ne va pas trop loin dans la démarche. C'est-à-dire que c'est une bonne cohésion entre le maître et son chien. C'est un bon moment de plaisir pour les deux. Par contre, il faut faire attention à ne pas déborder et commencer à massacrer un chien pour un concours. C'est là où il faut quand même savoir s'arrêter. Alors à quel moment tu t'arrêtes ? À quel moment tu le massacres, le chien ? Quand vous poussez trop, par exemple sur les concours sans entraînement, ça devient un athlète. Donc il faut aborder ça. Si vous faites 2-3 concours par semaine comme certains ou ce genre de choses, il faut préparer ça comme un athlète. Il faut le nourrir comme un athlète. Il faut y aller doucement. Il faut penser qu'il ne saute pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Ça se travaille avec des ateliers. Ça se travaille avec Il faut aborder ça de façon différente, comme un véritable cheval de course où on prépare physiquement, on le masse, on l'étire. Effectivement, quand on veut pousser, après il faut pas s'étonner que les chiens aient de la dysplasie à 5 ans, ce genre des blessures très importantes. Et puis, il faut aussi, quand ça passe pas, prendre le temps de se dire pourquoi ça passe pas et pas accuser systématiquement le chien. Il faut aussi, nous, en tant qu'humains, au lieu d'engueuler le chien, entre guillemets, c'est se dire, mais attends, est-ce que je peux pas porter une explication plus cohérente à mon chien pour que ça passe ? Il faut faire attention aux dérives, encore une fois. Et puis, peut-être que si les gens se voyaient un peu tous moins champions du monde après avoir couru après 3 slaloms et 2 passerelles, peut-être qu'ils iraient sûrement moins dans les dérives. Tout le monde ne finira pas champion du monde. Et il vaut peut-être mieux simplement aborder l'agility comme un plaisir partagé avec son chien. Les concours viendront pas, mais gardez le sourire. Vous prenez pas la tête pour un concours. Et encore une fois, ce qui est en question, c'est l'orgueil du maître. Oui, parce que c'est-à-dire qu'on ne sait jamais en fait jusqu'où on peut aller avec un chien quand il est tout petit. Sauf que les gens, ils veulent systématiquement passer. Je vais prendre celui-là parce que je veux finir champion du monde. Voilà, des champions du monde, il y en a pas 50 000 par an. Et pourtant, ils sont tous déjà champions du monde. Donc effectivement, il y a la partie ludique où vous faites ça, vous allez courir un petit peu le samedi matin ou le dimanche matin et vous allez faire un petit peu d'agility, etc. Et puis vous mettez pas la pression, vous partagez. Il y a le côté concours, mais à ce moment-là, si vous allez en concours, il faut prendre le temps de la réflexion pour un chien de concours et pour un humain de concours. Parce qu'il faut que l'humain il ait la réflexion pour tenir aussi le pavé. 2 concours par semaine et aucun entraînement dans la semaine, vous massacrez un chien. Et vous vous étonnez pas que les barres tombent. Alors moi j'ai autre chose comme question, parce que les minutes défilent, ça passe très vite, c'est très intéressant. Il y en a encore une chanson et un François Pérusse, c'est 2 minutes du peuple à passer. Et alors, juste une petite chose, moi j'ai vu une fois, il n'y a pas longtemps, j'en avais parlé d'ailleurs dans l'émission, je crois, on avait parlé des nouveaux moyens de locomotion, enfin on avait parlé du vélo, de la trottinette qui revenait de pleine force dans les villes. Et moi la dernière fois j'ai vu quelqu'un en vélo avec à l'arrière de son vélo une espèce de barre auquel était attaché le chien et le chien courait à côté du vélo. Ouais. Moi personnellement ça m'a choqué. Parce que moi je trouvais que c'est l'image que ça m'avait donnée, c'était en fait le chien il courait parce que la maîtresse qui était dessus pédalait comme il fallait bien et en fait le chien ne courait pas au rythme, à son propre rythme, mais au rythme du vélo et par extension de sa maîtresse. Alors on a des chiens qui aiment même tracter, donc qui vont même plutôt se projeter sur l'avant. Vous prenez les chiens de traîneau, vous les attachez à une trottinette, il n'y a pas de souci, ça va y aller. Il y a beaucoup de chiens qui adorent ça. Maintenant, il faut faire attention, effectivement, quand le chien commence à traîner la patte derrière la trottinette, il y a un souci. C'est peut-être qu'on va un peu trop loin, un peu trop vite, parce qu'il est trop jeune, parce qu'on pousse la vitesse trop. Et effectivement, quand le chien traîne derrière la trottinette, c'est peut-être à un moment donné que l'humain doit savoir s'arrêter. D'accord. Mais encore une fois, c'est une activité qui peut permettre de vider votre chien, de le déstresser. C'est une activité physique comme nous, où on peut aller courir et se faire du bien. Maintenant, quand vous partez avec votre chien courir, il faut penser à 2. Vous êtes à 2, vous n'êtes plus tout seul, ou vous arrêtez pas quand votre souffle est court, vous arrêtez quand un des 2 est court. Et puis vous abordez les choses, puis au fur et à mesure, votre chien il va évoluer tranquillement, il va se rassurer, il va augmenter ses performances physiques, mais encore une fois, il faut pas aller trop loin, trop vite. Il faut respecter aussi quand ils sont en phase de croissance, ça va pas aller trop
trop tôt sur ce genre d'activité. D'accord. Moi, ce que je vous propose, c'est que, je l'ai évoqué là tout à l'heure, François Pérusse, les 2 minutes du peuple, ce Québécois qui fait des capsules assez drôlissimes, je trouve. Eh ben, on en a trouvé une. Il y a longtemps qu'on n'en a pas diffusé, de François Pérusse. Et ben là, il y en a une, et ça s'appelle, je l'ai appelé comme ça, le chien du voisin. Eh ben, on va écouter. Ça dure 2 minutes 30. À tout de suite. Oh ben, c'est du joli. Il y a notre voisin qui est en train de faire les besoins de son chien dans notre jardin, là. J'ai dit, il y a notre voisin avec son chien qui sont en train de faire les besoins de ce dernier dans notre jardin, là. J'ai dit, on n'a pas besoin du chien du voisin dans le jardin. T'as qu'à y aller, puis lui dire. Ouais, ben justement, tu vas voir, un bonjour, Un bonjour. Mais vas-y maintenant, qu'est-ce que t'as fait de tes couilles? Moi, qu'est-ce que j'ai fait de mes couilles? T'as pas de couilles. Ah, j'ai pas de couilles. Eh ben, tu vas voir, je vais lui montrer, moi, ce chien de pas faire les besoins de jardin dans mon voisin. T'oseras jamais. Le temps de trouver mes bottes et mon pull et Il fait 28 degrés dehors et c'est la sécheresse. Ah, c'est vrai. Eh ben, il faudrait que je trouve... Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche ma raquette et j'en profiterai pour aller faire un petit tennis. T'as jamais eu de raquette de tennis? Ah, ben voilà pourquoi je la trouve pas. T'as peur d'aller parler aux voisins? Pas du tout. Eh ben, qu'est-ce que t'attends? J'attends rien du tout. Et il n'a qu'à bien se tenir. Alors, est-ce que t'as besoin de quelque chose chez Mammouth? Non, on a tout ce qu'il faut. Tu pourrais me faire une petite liste, peut-être? Non, 7-8 pages? Non, merci. Bon, alors... Mais qu'est-ce que tu fous? J'allais oublier de programmer le truc, là, pour enregistrer le feuilleton du lundi. Tu dis toujours que c'est con, la télé, le lundi. Oui, c'est pour ça que je l'enregistre. C'est pour la regarder mardi, voir si c'est moins con. Tu vas lui parler ou pas? J'y vais. C'est ça, vas-y. Tiens, il y a une mouche dans la maison. Tu t'en occuperas plus tard? Non, ça je peux pas supporter, faut la faire sortir. Dis donc, t'es malade, quoi? Mouche, viens ici, ma belle mouche. Viens. T'en as pour la journée avec cette technique-là? Viens, sors par la porte, ma mouche. Je vais te montrer comment on fait, moi. Voilà. Eh ben bravo. Ben quoi? On reconnaît bien ton caractère. Tu veux dire? Aucun dialogue. Paf! Est-ce que tu vas causer aux voisins ou t'attends qu'ils se tirent? J'y allais. C'est parce qu'il y a des choses qui... Qu'est-ce que tu fais encore? Il est vraiment temps de réparer cette porte. Tu sors? Oui ou merde? Ah oui, j'oubliais. C'est moi qui réponds. Oui, allô? Couillard. Belle maman, comment allez-vous? Oh ben, j'aurais tout vu. Racontez-moi donc votre vie dans le détail 3 ou 4 fois. D'habitude, elle te les casse. Ah, tiens, elle a raccroché et croyait avoir fait un faux numéro. Décidément, tu veux vraiment pas sortir parler aux voisins. Je vois pas ce que tu veux dire. Regarde, j'y vais, là. Surtout, ne va pas trop vite. Ça y est, voilà autre chose. Allons bon. La porte, elle est verrouillée. Oh ben, tu parles d'un problème. Alors, ça veut dire qu'il faut que je tourne le verrou. Sors! Oui. Ah, salut, je sors de chez moi et qui c'est que je vois pas? Eh ben, tant mieux si tu le vois pas. Oh tiens, le joli petit chien qui est accroupi. Qui est quoi? Qui est accroupi. Oh, il est pas accroupi, il est à moi. Non, je veux dire, il est en train de... Hein? Il est en train... Il est pas en train, il est à pied. Ah, elle est bien bonne. Oh, suis-je bête? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de m'apercevoir que je suis en train de mettre mon jardin en dessous de ses petits besoins, là. Ah, je vous en fais pas, c'est pas grave. En tout cas, je tenais à vous dire, là, si jamais il vous prend une envie, là, de ne plus le ramener chier sur mon... c'est gentil. Faut pas vous gêner, là. C'est gentil, mais non, c'est trop d'amabilité, là. Voilà, François Pérusse, dans son art, les 2 minutes du peuple. Donc, le chien qui fait ses besoins sur le jardin du voisin. C'est pas terrible, ça. Non, c'est pas terrible, effectivement, c'est source à conflit. C'est source à conflit. Absolument. Alors, là, on arrive vraiment à la fin de l'émission. Julien, donc déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'il y a des choses, parce que on n'a peut-être pas abordé tous les thèmes ou tous les sujets, et que toi, pour conclure cette émission, tu souhaiterais dire à nos auditeurs pour quelque part faire une synthèse et boucler la boucle? Un chien, c'est un mode de vie auquel vous devez adhérer. Vous devez vivre avec votre chien, savourez, faites-vous plaisir, soyez patient, apprenez-lui ce que vous avez besoin de lui, ne courez pas, soyez cohérents. Ne restez pas isolés si vous avez des soucis, vous n'êtes pas les seuls à rencontrer des soucis, mais allez-y calmement et réfléchissez bien avant de prendre un chien. Et une fois que c'est fait, vous devez avoir une bonne symbiose avec votre chien et après vous allez vous régaler. C'est génial quand vous avez un chien avec qui vous pouvez tout passer et que vous vous amusez dans la vie. Mais effectivement, soyez d'une part patient, cohérent, pragmatique, pour ne pas que la situation s'inverse et amplifier des problèmes ou remplir des SPA ou ce genre de choses. Voilà, alors que ça se trouve, votre chien n'a pas grand-chose et que vous allez vous régaler. Très bien. Écoute, c'était... Donc ça veut dire, messieurs, mesdames, qui avaient envie, qui avaient le projet de prendre un animal de compagnie, un chien, la réflexion.
Ouais, la réflexion avant l'action. Et peut-être se dire ce chien il est peut-être pas fait pour nous aussi. Ouais. Donc on change Tirer pêcher où les informations sur un chien, sur un animal, pour essayer de savoir quel serait l'animal par rapport à son propre mode de vie qui correspondrait le mieux. Alors il y a beaucoup de gens vont aller sur internet et j'aurais envie de dire des fois lire les mauvais commentaires. Alors même si c'est pas forcément pertinent au premier abord, mais ça vous signifie que si vous faites pas ce qu'il faut, c'est ce qui vous attend. À vous de voir. Voilà. C'est une belle façon de rebondir sur ta synthèse. Ouais, bien sûr, parce que des fois un mauvais commentaire, et il n'est pas forcément à juste titre, mais malheureusement c'est ce qui risque de vous arriver si vous ne prenez pas en cohérence votre façon d'aborder le chien que vous allez prendre. Très bien. Eh ben, je pense que c'est le mot de la fin qui permet donc de bien rappeler à nos auditeurs que, eh bien, si vous êtes vous-même concerné ou si dans votre entourage il y a des gens qui vous ont fait part de ce souhait d'avoir un chien, eh bien, vous pouvez écouter à loisir cette émission puisque le podcast sera disponible. Julien nous a donné beaucoup de clés, beaucoup d'informations pour réussir sa relation avec le chien finalement, avec cet être canin, pour reprendre ce que j'ai dit au pré-générique. Merci Julien en tout cas. Merci à vous, merci beaucoup. Alain, ton nonos. J'arrive. Tu veux des croquettes? J'arrive. On va aller s'entraîner après. Les croquettes aussi. En tout cas, une fois de plus, une émission très intéressante que j'invite à tout le monde à écouter et à réécouter en podcast comme tu l'as dit. Exactement. Et donc nous, on va se retrouver, donc ça sera le lundi 5 décembre. Et oui, on attaquera le mois de décembre, les amis. Mais avant de se quitter, on a un titre, le dernier, puisque c'est la sélection des musiques, c'est Julien qui l'a faite. Et donc, pardon, je vais peut-être mal le dire, mais bon, je vais le tenter. Le groupe s'appelle La Cafetera Roya. Et le titre musical, donc c'est Mirate los Ojos. On dira qu'il a fait ça toute sa vie. C'est bien ça, Julien? Oui, c'est ça. Alors, il me semble. Alors pourquoi ce choix musical pour c'est plus un groupe en fait qui ne rentre dans aucune case et j'aime bien le principe. Il est très varié et c'est un petit peu le monde du chien aussi. C'est ne pas rentrer dans des cases, faire du cas par cas. Et voilà. Et ça me va très bien comme petit groupe, très sympa à découvrir. Eh ben super, très bien. Eh ben on va écouter tout ça avec attention et puis on se retrouvera donc dans 15 jours, le 5 décembre, pour une nouvelle édition de Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Mes amis, je vous dis à très bientôt et chers amis auditeurs, à dans 15 jours. Bonsoir. Ciao. Bonsoir. Ciao. In the mirror now, he's asking you for the right way. Yeah, his head is so full, bottles of wine have helped him to forget all his dreams he had as a child, dreaming about a wonderful life. Now he's doing his job, conforming the rules, obeying his wife. He's living his life for somebody else, sucking his blood, sucking his health, only because he wanted to be part of the show and be recognized. He's living his life of luxury, hiding behind the masquerade. A drop of and bleaches constantly, and trickle sound slowly evaporates. Take you on to Shanghai. Why should we decrypt Kali? Why it should last because it's a maybe better read a book. Instead the others suffer. Music